29 novembre 1944. Les eaux au sud du Japon. Une immense ombre glisse à travers l'obscurité. 70 000 tonnes d'acier blindé. Le Shinano, le plus grand porte-avions jamais construit. 872 pieds de ce que le Japon croyait invulnérable. Sous elle, un unique sous-marin américain, l'USS Archerfish, se faufile en position de tir. Ni l'un ni l'autre équipage ne le sait encore, mais les prochaines minutes vont réécrire l'histoire navale. Voici l'histoire de la manière dont le plus grand porte-avions du monde a été coulé avant même d'avoir vu le combat, et comment le silence, la patience et la précision ont vaincu l'orgueil d'acier. La bataille de Midway a brisé la flotte de porte-avions japonais. 4 perdus en une seule journée. Ainsi, pour restaurer la fierté et la puissance, les amiraux japonais se sont tournés vers un nouveau symbole, le Shinano. À l'origine posée comme le 3e cuirassé de classe Yamato, elle a été secrètement convertie en un immense porte-avions de soutien, conçu pour transporter des avions, du carburant et du matériel de réparation pour d'autres porte-avions. Son blindage est plus épais que celui de n'importe quel porte-avions jamais construit. Les concepteurs affirment qu'elle pourrait survivre à une douzaine de coups de torpille. Aux yeux de la marine impériale, elle n'est pas seulement un navire. Elle est la preuve que l'ingénierie japonaise peut encore renverser le cours de la guerre. Cependant, chaque soudure porte une présomption, que la taille et le blindage seuls peuvent garantir la victoire. Dès lors, l'orgueil était intégré à sa structure même. Par la fin 1944, le Japon menait une guerre qui ne pouvait plus gagner. Les bombardiers américains atteignaient presque quotidiennement le territoire national et les pénuries de carburant paralysaient chaque mouvement de flotte. Pourtant, le astérisque Shinano astérisque était traité comme un symbole qui ne pouvait pas échouer. Dans les cales sèches de Yokosuka, les soudeurs travaillaient jour et nuit sous conditions d'obscurcissement total. Le navire sentait encore l'acier brut et la peinture fraîche lorsque sa date de lancement fut fixée. Elle n'était pas prête et tout le monde le savait. Des centaines de tuyaux restaient inachevés. Les cloisons n'avaient toujours pas de plafonds appropriés. Les portes étanches étaient si récemment installées que beaucoup n'avaient jamais été testées sous pression. Cependant, l'ordre venu d'en haut était absolu. Elle devait appareiller. Les bombardiers américains avaient déjà photographié Yokosuka et Tokyo craignait que le porte-avions ne soit détruit avant même de bouger. Par conséquent, à 18h le 28 novembre 1944, le Shinano quitta le port sous le couvert de l'obscurité. Sa destination, la base navale de Kure, où elle achèverait son armement et recevrait son groupe aérien. Seule une équipe squelettique de marins entraînés était à bord, soit environ un tiers de son effectif complet. Le reste se composait de recrues, d'ouvriers des chantiers et de mécaniciens qui installaient encore du matériel, tandis qu'elle filait vers le sud. Même ses escortes étaient mal coordonnées. 3 destroyers, l'Isokaz astérisque, le Hamakaz et le Yukikaz, la suivaient à distance, ignorant que des sous-marins américains opéraient juste au large des côtes japonaises depuis des mois. En théorie, le Shinano pouvait survivre à de multiples coups de torpille. En pratique, il pouvait à peine survivre à un virage à grande vitesse. C'était la plus grande cible mobile du Pacifique. Elle venait de quitter le port pour gagner des eaux qui n'appartenaient plus au Japon. La même nuit, l'USS Archerfish patrouillait les approches au sud de la baie de Tokyo. Pour le commandant Joseph Enright, c'était une rédemption. Il avait déjà commandé auparavant et, par excès de prudence, avait une fois renoncé à attaquer une cible majeure. Désormais, avec la guerre qui touchait à sa fin, il voulait un engagement net et décisif. Peu après 20 heures, le radar détecta un écho faible, lointain, imposant et se déplaçant rapidement. Ce n'était pas le comportement d'un convoi. Il zigzaguait à 20 nœuds. Enright fit remonter l'Archerfish à la profondeur du périscope. À travers la faible lumière de la lune, une silhouette sombre et massive émergea. Trop grande pour un croiseur, trop rapide pour un transport. Il n'avait jamais rien vu de tel. Il radio le contact au quartier général, mais ne reçut aucune directive. Par conséquent, il prit la décision lui-même, suivre la cible toute la nuit. Ainsi, pendant 6 heures tendues, le sous-marin cala sa vitesse et son cap sur celui de la cible. Toutes les quelques minutes, Enright relevait le périscope pour un bref coup d'œil, une silhouette glissant à l'horizon, des destroyers zigzagant derrière elle. Il traçait chaque virage au chronomètre, resserrant lentement l'angle d'attaque. Dans la salle des machines exiguës, les marins murmuraient les mises à jour. La chaleur, les fumées de diesel, la tension, tout était insoutenable. Cependant, Enright attendit. Finalement, vers 3 heures du matin, le Shinano effectua un virage qui exposa son côté tribord. « Parfait. À vos postes, tube à assis », ordonna Enright. L'équipage retint son souffle. Feu. 6 torpilles quittèrent les tubes à 317 yards.
45 secondes plus tard, 4 détonations violentes roulèrent à travers l'eau. Les hommes de l'Archerfish entendirent les explosions à travers la coque, profondes, lourdes, résonnantes, puis le silence. Enright fit virer le sous-marin et plongea en profondeur pour échapper à une contre-attaque. Aucune grenade sous-marine ne vint, aucun poursuivant ne suivit, seulement le bruit sourd d'explosions secondaires lointaines. L'équipage ne le savait pas encore, mais il venait de frapper le plus grand navire de guerre jamais coulé par un sous-marin. À bord du Shinano, la confusion se répandit immédiatement. Les 4 torpilles frappèrent sous la ceinture blindée, inondant 3 salles des machines et plusieurs compartiments de stockage. Le navire trembla violemment. Les lumières clignotèrent, les pompes tombèrent en panne. Les officiers se précipitèrent au poste de contrôle des avaries, mais la plupart des compartiments n'avaient toujours ni ligne téléphonique ni interphone. Les ordres durent être transmis par messager. Le capitaine Toshio Abe, un officier expérimenté mais nouveau sur le Shinano, croyait que son navire pouvait supporter les dégâts. Il ordonna donc la vitesse maximale pour atteindre les eaux peu profondes près de la côte. Cependant, cette vitesse ne fit qu'aggraver l'inondation. Les cloisons non scellées laissèrent l'eau déferler d'un compartiment à l'autre. En 30 minutes, le Shinano gîta de 5 degrés sur tribord. Les équipes de contrôle des avaries improvisèrent avec des bouchons en bois, des matelas et même des clés molettes pour serrer les raccords qui fuyaient. Les pompes furent démarrées manuellement, mais tombèrent immédiatement en panne à nouveau. À 5 heures, la gîte avait atteint 10 degrés. Les officiers rassurèrent néanmoins l'équipage. Le porte-avions était en sécurité. Les destroyers tournaient nerveusement autour, incapables d'approcher dans l'obscurité. Lorsque le jour se leva, la situation était irrécupérable. Du carburant, de l'huile et de l'eau de mer clapotaient sur les ponts inférieurs. Les salles des machines furent abandonnées. Le navire ralentit à 10 nœuds, puis à 8 nœuds. À 7 heures, le Shinano s'immobilisa complètement. Sa gîte atteignit 15 degrés. Les marins se massèrent sur le pont d'envol, fixant l'horizon en attendant l'ordre d'abandonner le navire. Le capitaine Abe refusa. Il croyait que le blindage du navire le sauverait et que l'abandonner maintenant serait déshonorant. Il ordonna donc aux destroyers de le remorquer vers la côte. Cependant, la tension rompit les câbles de remorquage presque immédiatement. À 9 heures, la gîte dépassa 20 degrés. Les marins commencèrent à sauter à la mer de leur propre initiative. D'autres restèrent piégés sous les ponts alors que les compartiments s'inondaient plus vite que quiconque ne pouvait s'en échapper. À 10h18, le porte-avions dépassa une gîte de 30 degrés. Le capitaine Abe donna l'ordre. Tout l'équipage abandonnait le navire. Cependant, il était trop tard. À 10h57, le Shinano se coucha complètement sur le côté. Sa coque massive glissa sous la surface, poupe la première. La mer se referma sur elle en quelques secondes. Sur environ 2400 personnes à bord, seuls 1080 furent sauvés. Le capitaine Abe sombra avec son navire. Pour la marine impériale, la perte fut catastrophique. Le plus grand navire jamais coulé par un sous-marin disparut après seulement 17 heures en mer. À Tokyo, le choc se transforma rapidement en silence. Le haut commandement de la marine supprima tous les rapports sur la catastrophe. Ainsi, même les membres d'équipage survivants reçurent l'ordre de garder le secret, sous peine d'emprisonnement. Admettre que le plus puissant porte-avions du Japon avait été détruit par un unique sous-marin était impensable. Par conséquent, le public n'apprit l'existence du Shinano qu'après la fin de la guerre. Pour le commandant Enright et son équipage, la victoire fut d'abord mise en doute. Lorsque le rapport indiqua avoir coulé un grand porte-avions, les analystes de Pearl Harbor le jugèrent impossible. Ce n'est qu'après la guerre que les archives japonaises capturées confirmèrent la vérité. L'Archerfish avait bien coulé le Shinano. La marine décerna à Enright la Navy Cross et à l'équipage de l'Archerfish une présidentielle unicitation. Ce fut la plus grande destruction individuelle de navires dans l'histoire des sous-marins. Cependant, au-delà des statistiques, ce naufrage portait une signification plus profonde. Il symbolisait la fin d'une ère où blindage et taille étaient considérés comme des forces absolues. Le Shinano prouva que la vitesse, l'entraînement et la technologie importaient davantage que le tonnage brut. Dès lors, dans la nouvelle ère de la guerre navale, ce furent les sous-marins, les avions et le décryptage de code, et non les cuirassés, qui dominèrent les mers. Lorsqu'Enright réfléchit plus tard à cette patrouille, il déclara « C'était le plus grand navire jamais coulé par un sous-marin, et nous ne connaissions même pas son nom avant la fin de la guerre. Aucune photographie du Shinano en navigation n'a survécu. Aucun historique de combat, aucun groupe aérien, aucune victoire. Seulement quelques plans rouillés et les souvenirs de ceux qui l'ont construit et perdu. Elle était destinée à restaurer la fierté japonaise. »
Au lieu de cela, elle devint un monument au danger de la surconfiance. Son histoire est discrète. Pas de grande bataille, pas de tir spectaculaire, seulement l'effondrement lent et inévitable de la foi en l'invulnérabilité. Finalement, le silence l'emporta. Un unique sous-marin, guidé par la patience et la discipline, effaça 4 ans d'ambition impériale en une seule nuit. Et lorsque l'océan se referma sur le Shinano, il se referma aussi sur l'ère du supernavire lui-même.